d'un peuple libre et souverain. De même que les figures ne s'accordaient pas pour suivre le signal de la liberté dans le tableau, elles ne semblaient pas voir rien remarquer du tout. Au contraire, au salon de 1931, le tableau déclencha une vive polémique. On s'est demandé si les combattants de rue, tels que Delacroix les avait peints, représentaient l'ensemble du peuple français qui avait reconquis sa liberté et sa souveraineté lors des glorieuses journées de juillet. Ou s'ils ne représentaient pas plutôt un groupe précis, plus exactement le petit peuple de simples artisans, des gamins de rue, des prostituées. Même parmi les partisans libéraux et républicains de la Révolution, l'opinion suivante s'était répandue. Delacroix avait interprété l'événement trop salement, il avait doté la figure de la liberté d'une aura sexuelle d'une femme, il avait de façon partiale donné aux combattants les traits des membres des couches sociales inférieures et exagéré les horreurs, ou il les avait même inventées, comme dans les figures du cadavre des minus ou du gamin de gauche. Delacroix d'Inde se décrivait lui-même comme un simple promeneur et observateur distant des événements de juillet. Il était moins inclin à prendre position d'un point de vue politique qu'à laisser son art contribuer à la puissance de cet événement, en particulier à ce qu'il considérait comme une force sauvage et sublime, néanmoins pervers parfois du combat de rue. Le jeune garçon figuré devant à gauche qui fixe des yeux les cadavres à moitié nus peut être interprété comme une préfiguration du policier de Baudelaire. En effet, dans chacun des cas, le gamin et le policier éprouvent tous deux un plaisir pervers à prendre le contrôle de la loi ou au moins d'exercer la violence d'une loi nouvelle, incarnant par là une intention artistique. Le policier et l'autoportrait grotesque de Baudelaire critique d'art, le regard embouté du gamin reflète la fascination esthétique pour la terreur et les passions de combat de rue. Dans cette perspective, la signature du peintre sur la barricade peut être comprise comme une invitation à comparer la rue et l'atelier, deux lieux où le menu peuple révolutionnaire, c'est-à-dire les modèles des peintres, se métamorphosent en héros ou en canailles, en personnification d'idéaux politiques ou de peur et d'angoisse politique. Considéré sous cet angle, ce menu peuple est figuré en tant que source même de la productivité de Delacroix, pour autant qu'elle fournit à l'artiste l'énergie dans laquelle il puise son art. La réception de la liberté guidant le peuple fit douloureusement sentir Delacroix que le premier salon post-révolutionnaire n'était absolument pas prêt à accueillir une telle référence au peuple comme fondement à la fois noble et monstrueux de la peinture. Des lettres que Delacroix envoie d'Afrique du Nord à Paris au début de l'année et à l'été 1832 émanent un sentiment de malaise, voire du ressentiment à l'égard des complications politiques que son tableau lui a attirées. Son retour à Paris est assombri par le choléra, mais aussi par les journaux, la politique et l'agitation de la rue. En réaction, il extasie sur la beauté qui ne prospère que sous le cimetière de la tyrannie, sur le sublime vivant et frappant qui court ici dans les rues, et notamment sur notre citation, vie pénétrante, engendrée par le soleil et la chaleur. Comme on le sait, dans les années et les décennies qui suivront, Delacroix se détournera du Paris moderne pour contempler ce monde oriental. Sa conception du tableau se transforme, comme je vais tenter de le montrer en analysant sa manière d'affronter le sujet de la liberté guidant le peuple, une peinture qui, comme on le sait, ne fut plus exposée publiquement après 1832.
Les convulsionnaires de Tanger et le caïd, chef marocain, forment une paire. Le format de ces tableaux est presque identique et ils figurent tous deux au salon de 1838. Mais ce sont en même temps des avatars de la liberté guidant le peuple. Les convulsionnaires présentent le rituel extatique de la confrérie religieuse des Aïssa-Ouas, décrit en ces termes dans le livre de Salon de 1838. Citation du livre de Salon. À ces certaines époques, ils se réunissent hors des villes. Et s'animant par la prière et par des cris frénétiques, ils entrent dans une ivresse véritable et répandus ensuite dans les rues, ils se livrent à 1000 contorsions et souvent à des actes dangereux. Autant les différences entre ces tableaux de format moyen et la liberté guidant le peuple sont manifestes, autant le motif principal de la foule au mouvement sauvage qui, accompagné d'une porteur de bannières, parcourt la ville et s'adonne à la folie sanguinaire, les rapproche. Dans les couleurs rouges, blanches et bleues des drapeaux qui flottent au-dessus de la scène et se réfèrent à la liberté guidant le peuple, le caïd, chef marocain, représente un rituel de pouvoir politique. Des bergers tendent au représentant du sultan une chape de lait de chèvre et celui-ci accepte le présent en y trempant un doigt. Le motif de lait renvoie également au tableau révolutionnaire. La liberté au sang nu, brandissant le tableau tricolore, introduit l'idée de la nation comme mère nourricière. Celle-ci correspond à une iconographie qui s'était imposée avec la première révolution. Pierre-Paul Prudhomme, que Delacroix admirait, avait créé en 1793 le modèle d'une gravure célébrant la Constitution. On y voit la liberté vêtue amenant à Minerve une personnification de la nature représentée, le buste nu et tenant des enfants par la main. De nombreux critiques avaient spéculé sur la proximité entre la combattante, le gamin de rue à droite et les hommes sur les barricades. De telles allusions à la vie sexuelle dissolue des couches sociales inférieures soulignaient l'étrangeté de celle-ci et le conflit avec le spectateur bourgeois. Seuls les républicains comme Henri Heine, qui célébraient l'érotisme de la rue comme une force révolutionnaire, virent dans l'allégorie de la liberté de Delacroix une figure nourricière de toute la nation. Alors que dans la liberté guidant le peuple, le motif de la nourriture avait été compris par nombre de contemporains comme une allusion à la promiscuité, il acquit à nouveau au Maroc une fonction unificatrice, cette fonction unificatrice qu'il avait eue chez Prudhomme, avec une différence déterminante cependant. Ici, le lait n'assume plus le rôle de l'origine commune des citoyens libres, il a la fonction de don symbolique qui atteste les liens unissant les souverains et les sujets. Contrairement à ce qu'il fit pour la plupart de ces tableaux marocains, Delacroix ne publia pas d'informations précises concernant la fonction de ce rituel, mais son tableau laisse supposer que le lait est le résultat de la paix qui permet le développement de l'élevage et des produits laitiers et que le représentant du sultan renouvelle en trempant son doigt dans la chape de lait cette forme de paix. Le tableau de convulsionnaire de Tanger énonce clairement que la peinture marocaine de Delacroix s'éloigne de la représentation des conflits politiques qui étaient devenus déterminants dans la peinture française avec le serment des Horaces de Châtelet David et avait culminé dans la liberté guidant le peuple. Alors que des détails ayant trait à la folie sanguinaire insistent
sur le contraste entre l'un et l'autre côté de la barricade de la liberté, mais aussi entre le tableau et le spectateur, une scène sanglante qui ne perdure pas la paix sociale prend place dans les rues de Tanger, directement sous nos yeux, au premier plan et au centre du tableau exactement, l'un des convulsionnaires se mord le bras. À gauche, un garçon effrayé regarde vers l'arrière, une femme derrière lui s'enveloppe dans son vêtement comme si elle voulait se protéger du regard fou de membres de la secte qui s'avancent sauvagement et d'un pas chancelant. Ces accès de violence accentuent le fait que les autres habitants de Tanger, musulmans ou juifs, assistent au spectacle dans un calme surprenant. Seuls deux garçons à droite, au premier plan, et une femme sur la terrasse, tout à fait à droite, semblent affectés par les gestes effrénés des convulsionnaires. À la différence du Paris moderne, la survenue d'un tumulte dans la rue ne perdure pas les structures sociales. Si l'on examine la répartition des lumières dans ce tableau, on constate qu'une lumière intense détermine plusieurs zones éclairées dans la cohue de la foule, comme si les extases des convulsionnaires répondaient à la lumière et à la chaleur et exhibaient à l'excès cette vie pénétrante que Delacroix dépeint dans ses lettres marocaines comme étant l'effet du soleil nord-africain. La lumière éclatante se reflète sur la chemise blanche du convulsionnaire qui lève les bras au ciel au centre de la composition. À côté de lui gesticule un autre homme au regard fou, devant lequel fuit la femme qui se protège de son voile. Soleil, violence scopique et voile forment une relation de causalité. La lumière solaire s'incarne dans les convulsionnaires qui la transforment en des gestes et des regards fous dont la femme fouillant doit se protéger à son tour. La juxtaposition d'accès de violence et de paix sociale est suggérée dans des concepts visuels et thermiques. D'une part, par la transformation de la lumière et de la chaleur en une agression physique, d'autre part, par des actes de protection et par sa tempérance. Les habitants de Tanger peuvent impassiblement observer les pulsions de la secte tant que le vêtement ample et les ombres des maisons leur offrent une protection. Si l'on compare les convulsionnaires de Tanger à son pendant, le caïd, chef marocain, il apparaît clairement que cet ordre thermovisuel est en même temps un ordre politique. En effet, le despote, comme le soleil, exerce un pouvoir excessif qui, bien qu'adouci par différentes formes de médiation, règne la vie orientale. Le caïd est un représentant de cet ordre politique. Il accomplit un rituel de paix qui confirme que le pouvoir despotique a été tempéré. Le tableau tout entier peut être interprété comme une pacification. Il offre un adoucissement des couleurs grâce à la couleur blanche des vêtements et des nuages, à l'atmosphère et notamment au lait. C'est cette unité que Delacroix avait probablement cherché au Maroc lorsqu'il tourna complètement le dos au Paris moderne pour prendre de la distance par rapport au conflit qui avait suscité la liberté guidant le peuple. La cohésion d'une communauté maintenue grâce à une orientation souvent définie par une instance absolue et l'unité de sa propre peinture avec cette même communauté. Cela ne veut pas dire que l'artiste ou son public doit éprouver qu'il appartient à cette communauté exotique. Cela signifie plutôt que le tableau reprend dans sa composition cet ordre qu'il représente comme l'ordre visuel de l'Orient et devient de cette manière lui-même un instrument de la métamorphose de la lumière solaire. Au salon de 1845,
Delacroix expose un tableau monumental qui mesure 384 à 343 cm et porte le titre Moulay Abd er-Rahman, sultan du Maroc, sortant de son palais de Mékné, entouré de sa garde et de ses principaux officiers. Dans le livre du salon figure une description qui complète le titre déjà très détaillé d'abondantes informations d'ordre iconographique et historique. Le public intéressé par l'aspect ethnographique pénètre dans un univers dans lequel les personnages représentés ne manifestent pas d'intérêt visuel les uns pour les autres. Personne ne regarde le sultan. La hiérarchie entre le souverain et le ministre semble prévenir tout contact visuel. Aussi proche que nous soyons de ce très grand tableau, il implique un éloignement dans l'espace. À la lumière du soleil, les figures perdent de leur lourdeur, les immenses murs du palais vibrent et tout le monde visible se met à flotter. On ne voit que les champs des personnages. La partie inférieure du tableau en est très fournie, mais d'une manière différente de celle de la liberté guidant le peuple, où le pied gauche de la figure principale ressort avec insistance. Toute présence physique semble s'en être retirée. Des ombres colorées se forment sous les semelles et le sol sablonneux ressemble davantage à un voile vaporeux qu'à une surface de sable ferme. Le tableau donne une visibilité à la force du soleil à l'aide de divers processus de régulation de la lumière et de la chaleur. Le parasol qui transforme la clarté aveuglante en vert et rouge n'est pas le seul acteur de ce processus. Les figures du premier plan forment une sorte de paravent qui masque l'immense place qui s'étend devant le palais où resplendissent en pleine lumière les uniformes blancs des soldats alignés. Les murailles de la fortification présentent un deuxième écran de protection. Derrière scintille encore une bande de couleur blanche. Il s'agit du mur d'une maison que l'on peut entrevoir en deçà de la porte monumentale. Je parle de cette tache blanche. Cette mur se trouve dans le centre la plus reculée du tableau, mais sa clarté établit un lien avec les vêtements des soldats et du sultan. L'incidence de la lumière et de la visibilité sont régulées, comme si le tableau était dans son ensemble une protection échelonnée, multiple et en même temps un réflecteur et un filtre, un ensemble de processus qui transforment l'ardeur du soleil africain en un jeu de couleurs. Dans le sultan du Maroc, la personnification du pouvoir souverain s'exprime d'une autre manière que dans le convulsionnaire ou le caïd, et le rapport entre l'ordre thermovisuel et le politique ressort encore plus intensément. Néanmoins, ce spectacle d'une souveraineté ne se compose pas simplement du corps. Ce spectacle d'une souveraineté ne se compose pas simplement du corps d'un souverain, mais de tout un appareil d'insignes du pouvoir, de ministres, de troupes et d'édifices. Dans le tableau de Delacroix, l'appareil destiné à transmettre le pouvoir souverain se manifeste par une allégorie du médium pictoral, parce que celui-ci, comme l'ensemble de la scène, est orienté vers une instance de productivité sublime qui, elle, n'est pas représentable, la lumière du soleil. Si bien que le sultan et son parasol deviennent les métaphores d'une peinture qui se définit elle-même comme régulatrice d'une force primordiale située au-delà du corps du souverain et au-delà du champ du tableau. Une brève comparaison avec la mort de Sardanapale suffit à illustrer combien le voyage au Maroc a fondamentalement transformé le rôle de l'iconographie politique dans la peinture de Delacroix. Le tyran babylonien apparaît comme un rêveur absent dont les fantasmes deviennent
immédiatement en réalité par le biais de meurtre et de l'incendie. Sa distance par rapport à l'événement montre clairement que le tableau se figure en tant que le produit de fantasmes qui puise au plus profond du corps jouissant. Dans les œuvres qu'il va réaliser après son voyage au Maroc, Delacroix ne transpose plus l'origine des tableaux dans les processus internes du corps humain. Cette origine se trouve en dehors du champ de l'image. Elle n'est pas perceptible comme figure ou comme corps. Elle n'est accessible au spectateur que par une succession de protections et de filtrations. La crédibilité d'image héliotropique de ce type fut controversée. Le tableau fut la crédibilité d'image héliotropique de ce type fut controversée. Un passage du salon de 1824 de Stendhal l'exprime très bien cette problématique. Stendhal remarque à propos du tableau d'Horace Vernet, Charles X passant en revue ses troupes, que la lumière du soleil n'éclaire que le soleil, que la lumière du soleil n'éclaire que le sol poussiéreux, et non pas le roi lui-même qui reste caché dans l'ombre. La tension